Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que t'as pas beaucoup d'énergie, que t'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Mon invité du jour est Anthony Verlaine, que vous connaissez peut-être sous le pseudo French Adventurer. Comme son nom l'indique, il est aventurier et il voyage aux 4 coins du monde et partage toutes ses aventures sur les réseaux sociaux. Sa particularité, c'est d'être un aventurier engagé pour la protection de la planète et il s'efforce autant que possible de voyager en utilisant le moins de moyens motorisés. Il propose également des stages de dépassement de soi afin que chacun puisse exprimer son potentiel pour relever les challenges de la vie. Son parcours était loin d'être une enfance dorée. L'adversité était présente depuis son plus jeune âge. Les difficultés qu'il a rencontrées, il les a transformées en moteur pour changer son étoile et décrocher un ticket vers d'abord les grandes écoles et ensuite en travaillant dans les plus hautes institutions de l'État. Ce succès extérieur était pourtant synonyme de vide intérieur pour Anthony. Et du jour au lendemain, il balance toute cette vie bien huilée et bien dorée et il part à l'aventure. Cette aventure deviendra sa vie et il crée la vie de liberté dont il avait toujours rêvé depuis tout jeune. Il nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, quelles ont été les transformations qu'il a dû opérer pour créer cette meilleure vie. Bonjour Anthony et merci d'être sur le podcast. Bonjour Fanny, mais avec grand plaisir. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui alors ? Écoute, ça va. C'est une journée un peu chargée puisque il me reste 3 jours avant de partir pour plus d'1 mois et demi à l'étranger. Donc, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire avant de partir. Voilà. Génial. Eh bien, écoute, on te prend entre 2 aventures. Donc, merci beaucoup pour nous accorder ce temps. Alors, la première question que je veux te poser, mais à quoi ça ressemble la vie d'aventurier en fait ? C'est quoi que tu fais ? Wow, c'est une très bonne question. Mais moi, je sais pas. J'ai du mal à expliquer toujours à ma mère ou à ma grand-mère. Concrètement, qu'est-ce que je fais ? Je parcours le monde. Alors souvent, c'est à travers toujours même à travers des sports outdoor non motorisés. Donc c'est du vélo, du kayak, du ski de rando, à pied, tout simplement. Et l'idée, c'est devenu mon métier. L'idée à la base, moi, c'était juste d'être libre et d'aller dans la nature, observer les animaux et puis me sentir bien. J'ai eu la chance que ça devienne mon métier. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le travail lambda d'un photographe vidéaste. Donc, c'est-à-dire que durant ces aventures, je vais essayer de mettre en avant soit des lieux géographiques, donc pour des offices de tourisme, soit des marques de sport outdoor comme Patagonia, North Face ou des choses comme ça. Voilà à quoi ça ressemble la vie d'aventurier. Ok. Et du coup, tu parcours toujours le monde d'une aventure à l'autre. Et est-ce que tu peux nous faire envie où est-ce que tu vas aller dans les mois à venir ? Alors là, on est vendredi. Je pars lundi au Bénin pour une dizaine de jours. Très content parce que je connais très 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 bien l'Afrique, et quasiment tous les pays, et je connais pas le Bénin, donc très content. Et puis après, je rentre. Tu vois, la vie d'aventurier, c'est aussi un peu ça, c'est que je rentre lundi à 23h15 et je pars mardi matin à 5h15, donc grosse nuit encore, pour Hawaï. Je pars à Hawaï visiter 4 îles sur Hawaï. Donc toujours entre ce que je te disais, visiter les volcans, vivre l'aventure, surfer, randonner, et puis aussi shooter pour une marque de surf bien connue, Quicksilver. Ok, génial. Et alors, est-ce que tu rêvais de cette vie-là quand tu étais enfant ? On n'est pas beaucoup dans la vie à se dire, tiens, je vais être aventurier, je vais devenir aventurier. Aussi loin que je m'en rappelle, quand j'étais petit, on me disait toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand, et je répondais à tout le monde Nicolas Hulot. Donc, pour répondre à ta question, ouais, je crois que c'est depuis que je suis vraiment gamin que je rêve de faire ça. Bon, j'ai grandi dans des quartiers un peu difficiles de Grenoble, élevé juste par ma mère, papa enfermé. Du coup, on n'avait pas forcément beaucoup les moyens. Bon, c'est après un peu l'arme. On n'avait pas forcéément beaucoup les moyens, et ce qui est paradoxal, c'est que quand tu habites à Grenoble, dans les quartiers, tu es entouré de toutes les montagnes. C'est sublime, Grenoble. T'as Chartreuse, Beldon, Vercors. Mais bon, je pouvais pas y aller, quoi. Je pouvais pas trop y aller. On y allait de temps en temps avec la MJC ou Centre Aéré, mais bon, c'était pas dingue, quoi. On passait plus le temps à se battre entre nous qu'à skier. Et du coup, ouais, ça a entraîné une grande frustration chez moi.
moi où du coup, pour vivre l'aventure, eh ben, je restais des heures, mais tout le temps, quand ma mère bossait au marché ou à la poste, je passais des heures à regarder les documentaires de Nicolas Hulot. À l'époque, c'était D'accord. Ushuaïa. Ouais. Il y avait aussi Cousteau, que je regardais en boucle. Et donc, du coup, j'avais toutes les cassettes et je regardais ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Voilà. Après, j'allais, à l'époque, on nous livrait des catalogues voyages dans les boîtes aux lettres. Je parle comme si j'avais 60 ans. Mais on avait beaucoup de prospectus voyages dans les boîtes aux lettres. Et du coup, là, vraiment, pour moi, c'était mes catalogues de Noël, quoi. J'étais là, je les regardais, je connaissais toutes les destinations. À 8 ans, je pouvais te dire toutes les destinations du monde, quoi. Et donc, en fait, c'est cette frustration qu'a fait en grandissant dans le quartier, où je pouvais pas sortir, où je vivais du coup mes propres aventures, j'escaladais les toits, j'escaladais les arbres. Enfin, je sais pas comment ma mère a fait pour pas péter un plomb. Moi, je pense qu'elle a pété un plomb d'ailleurs durant toutes ces années. Et c'est ça qui a fait que depuis toujours, voilà, je voulais être aventurier. D'accord. Et comment ça s'est passé pour toi? Donc maintenant, si tu nous prends par la main et qu'on retourne un petit peu au début de l'histoire, donc tu habitais dans Grenoble avec cette frustration, tu voulais devenir aventurier, mais c'était pas vraiment un projet qui se formait. Donc comment ça se passe pour toi, par exemple, à l'école au début? Bah, j'allais juste au cours d'histoire géo, quoi, et au cours de sport. Ouais, non, l'école, c'est pas trop mon truc. En vrai, non, l'école, c'était pas trop mon truc. Pour moi, je voulais plutôt aller vivre des aventures, faire un peu toutes les conneries que je pouvais faire, pour être tout à fait transparent. Ok. Et en fait, ouais, j'ai un déclic l'année de la terminale. Ok. Bon, je fais pas grand-chose en classe, mais je suis quand même en terminale générale, Ouais. ça va quand même, j'essaye. Et là, j'ai un déclic, j'ai un ami qui se fait tuer dans le quartier. Ok. Et j'ai le déclic que je comprends qu'en fait, c'est pas en dealant ou en faisant de la merde dans le quartier que je vais réussir à devenir aventurier, à vivre mon rêve. Que tous ceux que je vois qui ont réussi, entre parenthèses, avec nos critères à nous, bah, ça dure 6 mois et puis après, ils vont soit en prison, soit ils sont tués. Et puis du coup, il n'y a pas forcément de débouché, quoi. Et ce déclic me fait que je vais me mettre à bosser. Je vais me mettre à bosser beaucoup pendant, je sais pas, les 4-5 mois avant le bac. Que je vais obtenir le bac avec une mention et que grâce à cette mention, j'arrive à avoir une bourse d'excellence qui va me permettre de enfin quitter le quartier, quitter Grenoble et de commencer à aller à l'étranger, voyager. Donc, c'est la première fois, en fait, que je vais quitter vraiment Grenoble. Avant, j'étais allé à Genève ou à Lyon, tu vois, genre à quelques 45 minutes ou 1 heure de Grenoble. Et grâce à ça, je vais commencer à pouvoir bouger. Ouais. Ok, waouh. Donc, c'est vraiment ce drame dans ta vie qui a fait que, voilà, maintenant, il faut tout faire pour s'en sortir. Mais est-ce que tu avais à ce moment-là l'idée de toujours être aventurier ou tu dis non, il faut que je me sorte de cet endroit? C'était un mélange des deux. Tu sais, l'adolescence, il y a un peu tout qui arrive. Hein. Tu commences à découvrir les filles, tu commences à découvrir les conneries, les machins, tout ça. Donc, mais j'avais toujours en tête cette idée d'être aventurier, de moi sortir d'ici, de essayer de faire voyager ma mère, des choses comme ça. C'est vraiment le déclic qui va me permettre de faire comprendre que, ok, il y a d'autres moyens pour réussir à obtenir ce but. Et ça, c'est peut-être le plus malin, pas le plus simple, mais peut-être le plus malin à essayer de creuser, quoi. Ok, et donc, qu'est-ce que tu fais après? Tu te dis, ça y est, j'ai mon bac, je peux décrocher cette bourse, c'est parti, tu vas où? Alors, la première fois où je quitte, j'obtiens la bourse, une bourse d'excellence type Erasmus, mais pour l'Amérique du Nord, et qui me permet d'aller à Montréal. Okay. Et donc, je pars faire mes études à Montréal, et bah Montréal, quoi. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je découvre des ratons laveurs, des écureuils de partout, les grands espaces incroyables à 1 heure de Montréal, enfin le Québec, quoi, le Canada, et là, je me dis, OK, là, c'est bon, je vais commencer à vivre un peu mes aventures. Donc, je commence à aller sur les lacs gelés, je commence à aller explorer un petit peu en bus, tout ce qu'il y a autour dans le Québec. Et là, je me dis, OK, bon, c'est bon. La vie est très, très cool en dehors de Grenoble. Aussi, okay. Grenoble est cool, mais en dehors, il y a plein d'autres choses superbes à voir et plein de gens à rencontrer, et plein d'animaux à voir. Donc, ouais, là, c'est un peu le début. Et je me dis, vas-y, je vais continuer, je vais poursuivre dans les études. Donc, je bosse à fond. Je fais des études de sciences politiques, je fais des études de géopolitique. Ouais. Et en fait, ces études me permettent de voyager physiquement, mais me permettent aussi de voyager à travers les études. Puisque toute la journée, j'étudie des pays qui sont lointains, des pays qui me fascinent. Et donc, voilà, c'est ma manière à moi que j'ai trouvée pour voyager. D'accord, OK. Et du coup, tu décroches ton diplôme et ensuite tu commences à travailler. Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, je bosse pour des institutions françaises, que ce soit des ministères ou d'autres institutions. Et ma spécialité, en fait, je me mettais, alors peut-être à cause de mon histoire personnelle, je m'étais spécialisé sur tout ce qui est discrimination en fait aux minorités. Donc forcément, ces études m'emmènent plus particulièrement sur tout ce qui va être zone de guerre, génocide, donc des trucs pas très fun, mais assez, enfin, moi qui me passionne. Donc forcément, Afrique, Moyen-Orient. Et je me retrouve à bosser sur ces sujets, sur ces zones qui sont passionnantes,
mais qui au final, pour plusieurs raisons, ne correspondent pas trop à ce qu'était mon rêve d'enfant. D'accord, ok. Voilà, on va passer très rapidement, mais concrètement, moi, dans mon rêve d'enfant, enfin mon rêve plutôt d'adolescent, c'était de sauver le monde, quoi, aider les gens. Et je me rends compte que malheureusement, je bosse bien souvent pour les intérêts de la France ou des lobbies ou des compagnies pétrolières ou du gaz, l'extraction d'uranium, des choses comme ça. Et que ça crée en moi une dichotomie qui fait que je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. J'ai une carrière toute tracée devant moi avec un gros salaire, avec tout ce qui va avec potentiellement. Sauf qu'en fait, je m'en fous, quoi. En fait, c'est pas ça que je cherche. J'habitais en Namibie, par exemple, quand je collaborais avec le ministère des Affaires étrangères, j'habitais en Namibie et en fait, toute la journée, je te suis des pinces et puis des fois on allait au terrain, enfin voilà. Mais le seul moment où moi j'étais heureux, c'est le soir quand je rentrais, j'enlevais tout, le costume, la cravate et je mettais mon short et j'allais courir dans la savane et il y avait les antilopes et il y avait les oryx et puis je montais dans un arbre et les girafes au coucher du soleil, elles venaient manger dans cet arbre les feuilles. Et là, moi, c'est ça. Tu vois, je vivais ma journée juste pour ce moment-là, en fait. Et en fait, je réalise que c'est ça que je veux, c'est ça que je voulais quand j'étais gamin et que c'est pas toute la partie qui va avec, quoi, autour. Et donc là, tu es en fait une réussite sociale, tu es au summum, quoi, vu de l'extérieur, vu par la société, on se dit waouh, tu es au top du top, tu es en haut de la montagne et pour toi, crise de sens, c'est pas du tout ce que tu veux faire. Comment ça se passe pour toi mentalement? D'une part, cette prise de conscience, est-ce que tu te la prends en pleine face et tu dis waouh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ou au contraire, tu dis génial, on va sauter sur le prochain wagon de ma vie, tu vois, et let's go, on passe à autre chose. Je reviens juste sur ce que tu viens de dire, je suis au summum, parce que ça c'est important en fait. J'ai passé les diplômes, j'ai eu les résultats, j'ai eu les postes, mais en fait j'étais pas au summum pour moi, j'étais au summum pour être au summum dans les yeux des autres. Tu vois, je me disais quand j'aurai atteint ça, ma mère sera fière de moi, tout le quartier sera fier de moi, ma famille, tout le monde sera fier de moi. Mais en fait, c'est égoïste, mais je m'en fous que les autres soient fiers de moi. En fait, je voulais être moi fier de moi et surtout pas faire un taf tous les matins en me levant pour me dire non mais ma mère elle sera fière. Non en fait non, en fait tu le fais pour toi. Donc ça c'est un point sur lequel je voulais revenir. Alors en fait moi comme je bosse énormément, ce que je me rends compte c'est qu'en fait j'ai pas de temps pour moi. J'ai le dimanche, je suis épuisé physiquement, psychologiquement, je suis épuisé parce que c'est dur ce que je vois toute la journée. Et en fait, le dimanche, je me repose pas, je me lève tôt, alors que je suis crevé, en me disant, OK, c'est le seul jour que tu as pour profiter. Tu te lèves tôt, tu vas faire ton jogging, je vais faire mon jogging, je suis crevé, je prends même pas de plaisir, mais c'est pour dire, j'ai fait un peu de sport dans la semaine et tout ça. Hop, l'après-midi, le midi, tu manges un truc à balle, tu te fais un gros resto, tout ça. Et l'après-midi, tu commandes des conneries sur Internet. Et puis, en fait, tu essayes de profiter à fond de cette journée parce que c'est la seule journée que tu as et il faut que tu dépenses l'argent que tu as parce que c'est le jour où il faut le dépenser. Après, tu n'auras pas le temps. Et en fait, je me dis, mais waouh, ça n'a pas de sens, en fait. Mon dimanche, j'en profite même pas. Je vis parce qu'il faut vivre à fond, quoi. Et puis, en fait, il y a ce mec, Simba, qui est un mec qui erre dans Windhoek. Et enfin, c'est un pote, on se rencontre. Et à chaque fois, je le vois et je dis, tu fais quoi, toi, aujourd'hui? Il me dit, je sais pas, je vais aller, je vais me balader là. Enfin, lui, il est libre, il est vraiment libre. Il n'a pas plein d'argent comme moi, il n'a pas de responsabilité, on l'appelle pas votre excellence, tout ça, mais il est complètement libre. Et je me dis, ok, je crois que c'est Simba qui a raison en fait. Ce que je veux, c'est du temps. En fait, l'argent, je m'en fous parce qu'en fait, ça me rend pas spécialement heureux, tu vois, d'acheter des home cinéma, les dernières paires de chaussures, plein de conneries, le dernier iPhone, et ça me rend pas du tout heureux. Et par contre, quand je suis heureux, c'est quand je te dis, je suis dans le soir dans cet arbre avec les girafes au coucher du soleil. Et il y a le grand déclic où je me dis, fuck it, c'est bon, je lâche tout et je deviens un vagabond, quoi. Enfin, comme dit ma grand-mère, hein. Un vagabond, quoi. Je préfère dire un homme libre, quoi, mais voilà. Et donc là, tu fonces, en fait. Tu te poses pas de questions, tu dis let's go et tu prends un billet d'avion et tu te barres, c'est ça? Tu dis allez, on part à l'aventure. J'habite déjà en Namibie, donc. C'est déjà pas mal d'aventures, mais. Ouais, voilà. Et en fait, je quitte tout, j'achète. Alors, j'y connais rien. Je connais le terrain sur les zones plus difficiles, mais le terrain d'aventure, tout ça et tout, je connais pas grand-chose, quoi. Enfin, si, quand j'étais à Grenoble, je montais, j'allais escalader, tout ça et tout, mais donc, du coup, j'achète un hamac, un sac à dos, une tente et une machette, et je pars. Et en fait, le projet, c'est j'ai quand même deux choses. Le premier, c'est de pas utiliser de moyens motorisés dans la mesure du possible. Donc, je m'autorise quand même à faire du stop de temps en temps. Mais sinon, je suis à pied, je suis en vélo, je suis en traction animale. Voilà, c'est un très bon souvenir pour mes fesses parce qu'il n'y a pas de selle. Enfin bon. Et donc, après, tu montais à cheval ou à dos de mulet, d'âne, de quoi? C'est ça, c'est des mulets, des ânes en Namibie, au Botswana, en Zambie, Zimbabwe. C'était principalement ça
Et OK. puis en fait, c'est horrible quoi. J'avais le coccyx, je pense que je me suis fêlé le coccyx, je sais pas quoi. Enfin bon bref. Et le deuxième truc, c'est de parler dans la mesure du possible. Bien sûr, c'est plus facile dans le désert du Namib qu'en Inde, à tous les gens que je rencontre pour OK. essayer de savoir quelle est leur histoire personnelle, quel est leur OK. métier, essayer d'apprendre leur métier. Je suis un peu fasciné par tout ce qui est les différents types de métiers conventionnels, j'ai envie de dire, tu vois. Pas les métiers OK. genre métiers récents comme influence comme ça. Tu vois. Ouais. Non, les métiers artisanaux, Ouais, ouais, vraiment, ouais. Le agriculture, savoir-faire ancestral qui se c'est ça. transmet de génération. Ouais. Et du coup, voilà, j'essaie de parler et d'apprendre avec tous les gens que je rencontre. Et c'est comme ça que ça commence. OK. Et donc ça, c'est le début de ton aventure. Tu vois, tu disais avant, c'était plutôt pour faire plaisir à l'extérieur ou tu vois, cette réussite sociale que tu as eue, c'était vraiment, bah, voilà, pour plaisir à ta maman. Et comment ça se passe, ton entourage? Est-ce qu'elle comprend ou est-ce que, tu vois, tout le monde se dit, mais ça y est, Anthony, il a pété un câble, il part comme ça à l'aventure? Ou est-ce que tu as eu du soutien? Non, aucun. Ça a OK. été l'inverse, total. OK. Ce qui est légitime. En fait, j'ai pas encore d'enfants, mais je pense que quand j'aurai des enfants, je le comprendrai. Tu vois, par exemple, ma Mmh. mère, son rêve absolu, c'est que je sois plombier. Elle me dit depuis que j'ai 15 ans, tu sais, mais le fils de Jeannette, il est plombier. Et puis du coup, il fait quand même 3 4 Ouais, 000 euros par mois. Il ouais, prend les rendez-vous qu'il veut, quand il veut. Et puis du coup, il travaille pas le vendredi. Et ouais, ouais, voilà. ouais. Et pour elle, il n'y a pas de risque. Et puis j'ai une vie. Et puis c'est un CDI. Et puis je peux avoir des emprunts, des prêts. Et puis voilà, tu vois. Mmh mh, mmh Et mh. ça, moi, sauf que moi, c'est mon cauchemar absolu, pas d'être plombier, mais c'est mon cauchemar absolu d'avoir cette vie, cette routine entre parenthèses. C'est mon cauchemar. Après, ça peut correspondre à beaucoup de gens, mais c'est en tout cas pas à moi. Donc non, non. Et puis du coup, mine de rien, ma mère. Alors moi, j'ai beaucoup taffé, j'ai beaucoup fait de taf étudiant, mais ma mère et ma grand-mère sont un peu aussi saignées pour me payer des études parce que ça valait cher d'aller à Paris, ça Ouais, valait cher ensuite d'aller à Montréal, d'aller ensuite aux États-Unis, parce que j'ai fait ma thèse à Las Vegas. ouais. Donc c'est légitime en fait qu'elles se disent waouh, mec, il a fait toutes ces années d'études parce que ça a duré Mmh longtemps, mh. et puis au final pour aller se balader dans le désert ou dans la forêt avec un baluchon quoi, tu vois. Mmh mh. Donc ouais, non, non, c'est légitime. Et non, non, j'ai pas de soutien. J'ai même dans mes amis, taré. Ouais, quand tu réussis, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de toi, qui se Mmh mh. disent, ah, putain, tu vas finir ministre, tu vois. Ce serait Mmh cool que mh. ce soit mon pote dans 15 ans encore, tu vois. Ouais, Et quand tu dis, bah non, non, je vais marcher dans, dans la jungle, t'as beaucoup moins de potes, quoi. T'en as deux ou OK. trois qui te disent, ah, c'est génial, Anto. Bon, fais quand même attention, c'est un peu pas le con quand Ouais. même, tu vois. Mais ouais, ouais, non, non, t'as pas beaucoup de soutien. Et comment tu fais, tu vois, au niveau, mental, toi? Que c'était quelque part, ça t'a mis la flamme de se dire: «Beh, encore plus, si tout le monde me décourage, je dois encore plus le faire pour le prouver» ou tu vois, comment on fait quand tu as le reste du monde qui te dit: «Tu es complètement taré» et que tu dois quand même continuer? Bah, c'est exactement ça. C'est moi, OK, alors je sais pas forcément, enfin, je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est comme ça que je fonctionne depuis que je suis petit. C'est OK. quand je suis allé voir la conseillère d'orientation et que je lui ai dit que voilà, moi je voulais, enfin non, je lui ai pas dit justement. C'est elle qui m'a dit. Elle m'a dit bon, écoutez, étant donné le milieu d'où vous venez, votre histoire perso, vos parents, nanana, tout ça, il y a une usine à Grenoble de sirop Tesser. Pensez peut-être à, ça peut être pas mal. Je sais qu'ils embauchent beaucoup en ce moment. Voilà, un bac général, c'est un peu présomptueux. Pensez peut-être à essayer de voir à l'usine. Si. Et là, je me suis dit waouh. Ok, OK. je suis levé, je l'ai insulté, voilà un petit con, quoi. Je l'ai insulté et je lui ai dit ah ouais bah je vais faire Sciences Po. C'est quoi, hop, je vais faire Sciences Po. Et en OK. fait c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Quand on m'a dit tu peux pas le faire, que ce soit dans la vie D'accord. professionnelle ou même aujourd'hui dans les expéditions, les choses comme ça, non ça c'est pas possible, tu peux pas le faire sans être non plus suicidaire. Mmh mh. Ben c'est ça qui me motive, vraiment, 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 vraiment. Ouais. Ouais. J'ai fait OK. un post là-dessus sur Instagram il y a genre quelques jours, justement, où je remerciais parce que j'ai acheté mon appart, là, ce magnifique appartement qui n'est pas rangé, comme vous pouvez le voir, il y a quelques Félicitations! jours. Merci. Et du coup, dans ce post, je remercie tous les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que c'est grâce à eux que j'ai continué Ouais, à faire ce métier où j'étais censé ne jamais gagner le moins de centimes ouais. et abandonner au bout de quelques semaines. Donc ouais, je fonctionne plutôt comme ça. Ouais, OK. Donc tu aimes bien les challenges. Plus on te challenge, plus tu y vas, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous ramener là, donc dans ton histoire, tu fais ta première expédition et ensuite comment ça se passe? Parce que je pense que c'est assez difficile pour nous, qui ne sommes pas aventuriers, de comprendre comment on peut vivre de ça, en fait. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que, bah, tes premières aventures, en gros, c'est juste toi qui vis une aventure et tu trouves ça génial. Mais comment Ouais. ça s'installe et comment tu peux en vivre? Alors, moi, je n'ai pas du tout, à aucun moment, l'idée que je vais en vivre. Ouais, OK. À aucun moment. Moi, le seul truc, c'est d'être libre. C'est Ouais. vraiment, je veux être libre. Je veux pas qu'on m'appelle à 8 heures en me disant, Anto, t'es en retard, là, il faudrait que tu me rendes ça pour lundi. Voilà, je veux être libre. Donc, je me laisse complètement aller au gré des rencontres. Donc, je vais rencontrer ce ranger, je sympathise avec lui, il me dit, ah, bah, mon cousin, il a une ferme d'autruche qui est là, c'est à
4 jours de marche, tu devrais y aller. Donc, je vais voir son cousin qui a 4 jours de marche. J'arrive, je reste chez lui pendant une semaine. Il m'apprend à m'occuper d'une ferme d'autruches. Et 3 ans après, quand je serai au Brésil, donc j'aurai traversé le monde, je rencontre par hasard, au gré des rencontres, le mec qui achetait les plumes d'autruche à ce gars en Namibie, qui lui les achetait pour faire les costumes pour le festival, pour le carnaval de Rio. Et en fait, c'est plein de rencontres comme ça qui font que je me balade tout autour du monde pendant des années. Et voilà, un jour, je suis à la frontière Papouasie-Nouvelle-Guinée et j'ai mon pote Romain qui m'appelle et qui me dit, j'ai vu un reportage sur ce qu'on appelle les influenceurs voyage sur M6, en gros des connards qui font le tour du monde et qui sont payés pour faire ça. Je me dis, waouh, ok, c'est cool quoi, trop bien. Il me dit, parce que moi à l'époque je postais sur Facebook, c'était à l'époque la mode de Facebook quoi, donc je postais mais que pour moi et mes amis quoi. C'était parce que j'aimais bien prendre des photos d'animaux, des portraits de gens, des choses comme ça. Et mon pote Romain me dit, t'as des super belles photos, tu devrais créer un compte Instagram. Je sais même pas ce que c'est Instagram moi à l'époque. Il me dit, tu vois, ça change un peu, t'as des photos du Pakistan, de Syrie, du Sierra Leone, du Zimbabwe, des endroits qu'on voit pas trop sur Insta, on voit plutôt Londres, Ibiza et compagnie quoi. Il me dit, tu devrais les mettre, créer un compte Insta. Et je lui dis, oula, laisse-moi tranquille avec tes trucs là, je sais pas quoi, l'Instagram. Moi, je suis bien dans ma vie, puis j'ai pas envie je passe déjà trop de temps sur Facebook, donc laisse-moi tranquille. Et voilà, on raccroche, et puis voilà. Et je rentre quelques mois après, il m'a créé un compte Instagram avec mes photos Facebook qu'il a appelé The French Adventurer. Donc, je vais changer le nom, je vais enlever le The, je vais laisser juste French Adventurer. Et j'ai 4500 personnes qui me suivent quand je rentre. Et puis en fait, j'essaie de visualiser ce que c'est, genre 4500 personnes. Je me dis, waouh, c'est un truc de ouf, c'est beaucoup quoi. Et en fait, je suis contacté dans un premier temps par une marque de montres, une marque de montres complètement pétée, qui vendent 149 €, un truc en bois ça a dû leur coûter 4 € à faire au Vietnam, quoi, au Bangladesh. Et ils me disent, voilà, on t'offre une montre et tu nous fais 3 photos que tu postes sur Insta. Moi, je suis, oh, trop cool, ouais, 3 photos, ok, trop cool. Et puis, ils me donnent un espèce de code partenaire et puis, du coup, je fais ça. Bon, c'était les débuts d'Insta. Aujourd'hui, ça marche plus pareil, mais je fais les photos, je montre pendant tout le week-end et puis, j'ai 117 ventes pendant le week-end, tu vois. Et puis, je fais le calcul. Oh, je sais plus le calcul, je peux le faire là, mais en gros, je calcule que grâce à moi, ils ont gagné genre 12 ou 13 000 balles durant et que moi, ils m'ont filé une montre en bois claquée à 6 €. Et je me dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc là pour essayer de continuer à faire tes aventures, tu vois, sans... Bon, tu commences à vieillir un peu, c'est cool dormir en hamac et manger les fruits que tu ramasses et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc pour essayer de continuer à faire tes aventures, mais aussi de tirer profit, tu vois? Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence et c'est comme ça que je me prends un peu au jeu et je commence à créer des contenus un peu plus qualitatifs et essayer de collaborer avec des marques, des offices de tourisme et c'est comme ça que ça commence en fait. C'est un métier qui est venu à moi sans vraiment que je le veuille. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît énormément, même toujours aujourd'hui, même 8-9 ans plus tard. Mais c'est le jeu en fait. Faut mettre des photos de toi. Ou t'es un peu les yeux comme ça, ténébreux, oh la montagne, voilà, mais c'est le jeu. C'est ça qui te dérange en fait, le côté un peu influenceur, il faut se mettre en avant, c'est ça? C'est pas forcément qui je suis, mais ça fait partie du jeu. Et puis en fait, si ça me permet de pas me lever à 6 du mat et faire 2 heures de RER pour voilà, et puis bon, il y a plus désagréable, mais c'est un métier comme un autre quoi. Mais ça me permet de vivre des aventures incroyables, donc c'est top quoi. Et puis au-delà de ça, tu es un aventurier engagé. Donc ça, l'engagement, ça a toujours été quelque chose qui est fort dans ton histoire, que ce soit la planète, au niveau politique, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très fort. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu fais les choses aujourd'hui pour avoir cet engagement? Alors ça, pour moi, c'est quelque chose qui était coulé de source. C'est-à-dire, j'ai toujours été engagé. À titre perso dans ma vie, sans le montrer. Ma première garde à vue, c'est en 99, j'ai 14 ans. Pour l'Erika, il y avait un bateau qui s'appelait l'Erika de Total qui a fait naufrage sur les côtes de Bretagne. J'avais organisé un blocage d'une station. Bon, il n'y avait pas Total à Grenoble, donc j'ai bloqué une station Esso. J'ai fait gazer la gueule. Enfin bon, bref, je savais pas du tout comment faire. Mais j'ai toujours été engagé à titre perso. Et donc, je me suis dit, j'ai des gens qui me suivent, j'ai quand même des responsabilités. C'est impossible d'être parfait. Tu vois, je suis pas du tout parfait. Je sais pas, tu vois, en l'occurrence, c'est du Patagonia là. Mais bon, ce t-shirt, j'en sais rien, tu vois, ça doit pas être un truc forcément
100% parfait fait en Ouais. Flandre, là à côté dans la montagne, quoi. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer de faire passer des messages sans être moralisateur, mais juste essayer que c'est un peu du sens, en fait. Que, ok, c'est cool les photos, ça donne envie de voyager. C'est pas, paradoxalement, ce qui est pas forcément super parce que ça donne envie de voyager, donc les gens prennent l'avion. Enfin bon, c'est toute une dichotomie dans la tête qui est pas forcément simple à gérer. Mais si je peux essayer de faire changer les choses juste à mon niveau, tu vois, si je sais pas, si j'ai 5000 personnes qui changent de fournisseur d'électricité pour aller chez un fournisseur vert, ben c'est cool, quoi. J'ai réussi à faire quelque chose. Et donc c'est ça que j'essaye de faire au quotidien, de faire changer les choses à ma manière, voilà, à mon échelle. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que tu fais aujourd'hui. Tu fais des reportages sur YouTube, notamment sur l'énergie verte, et donc où tu essayes de promouvoir toutes les énergies renouvelables et une manière alternative de consommer de l'énergie aujourd'hui. Alors, il y a les énergies avec qui j'ai beaucoup bossé, les fournisseurs d'électricité verte, les fournisseurs d'eau, tout ça, mais j'essaie de le généraliser à mon mode de vie général. Je me déplace quasiment jamais en voiture. Quand je vais en Europe, je prends toujours le train, toujours. Donc, tu vois, pour aller en Turquie, ça me prend 4 jours au lieu d'une heure et demie en avion. Je répète, je suis pas parfait, je suis vraiment pas parfait. Là, je vais à Hawaï. Hawaï, c'est un peu compliqué en vélo ou en train, c'est un peu compliqué. Après, c'est mon métier. Donc, j'essaye de me dire, j'en ai beaucoup parlé justement avec Yann Arthus Bertrand, tant de ça, ou même avec d'autres personnes, l'impact de ce que je vais faire à travers les réseaux sociaux quand tu es beaucoup suivi, au final, ça va, entre parenthèses, compenser ce que j'ai pu faire pour me rendre sur place, tu vois. Voilà, j'essaye de penser de cette manière-là parce que sinon je fais plus rien en fait. Ça, à un moment, ça me bouffait énormément. Mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux. De au moins faire une sorte de offset avec l'impact positif que tu peux avoir et l'impact négatif. On en a malheureusement tous un impact négatif. Et donc voilà, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer qu'il soit le plus bas possible et de promouvoir de l'impact positif pour essayer de faire un offset. Et est-ce que dans ton parcours, tu considères que tu as eu des échecs ou des ratés? Énormément. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer quelques échecs et comment tu les as dépassés ou qu'est-ce que tu en as fait de ces échecs? En fait, j'ai du mal avec le mot échec. C'est pas forcément des échecs parce qu'en fait, c'est toute cette suite de faits, toute cette suite d'échecs qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et ça m'a permis de rebondir sur d'autres choses. Tu vois, par exemple, je suis extrêmement reconnaissant envers toutes mes ex, en fait, qui m'amènent petit à petit sur la personne que je veux et la personne et ce que je veux pas. En fait, c'est tous ces moments où tu t'es dit bon, ah merde, là, ok, c'est pas du tout ce que je veux. Ça te permet de t'orienter sur ce que tu veux vraiment. Tu vois, ce que le métier que je faisais auparavant, pour moi, ça a toujours été ok, ce que je veux. C'est vraiment un top. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça, en fait, j'en veux pas. Donc, je vais essayer de faire ça. Ah ouais, ça, c'est bien. Ah bah, en fait, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Et en fait, je me dis que ça m'oriente vers, c'est un peu compliqué, on dirait Jean-Claude Van Damme qui parle. Mais je me dis que ça m'oriente vraiment sur ce que je veux vraiment, sur ce que je sais ce que je veux et ce que je veux plus, en fait. Voilà. Ok, donc c'est comme une boussole. Chacun de tes ratés, on va dire, des choses où tu n'as pas eu le résultat que tu espérais en démarrant quelque chose, c'est comme une boussole où tu dis, ben voilà, essai erreur, là c'était une erreur, on va recalibrer et rectifier le tir. Ouais, c'est ça. Ok. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, donc tout ton parcours, qu'est-ce que ça te fait comme émotion? Je suis fier quand même. Je suis quand même fier de ne pas avoir succombé au diktat de ce qu'on voulait que je fasse de ma vie ou de ce qui m'était prédestiné en fait. Ce qui m'était prédestiné à travailler à l'usine Tesser quoi, ou avoir un travail lambda. Enfin, non, je suis quand même fier. Je suis quand même fier d'avoir su dire non et tu vois, c'est un truc qui est con, mais si je meurs demain, je le dis souvent, tu vois, je le dis même à ma mère, bon, elle pète un câble quand je dis ça, je lui dis, mais tu vas sur mon Facebook depuis 2005, et puis tu scrolles, et puis tu regardes, et puis tu vois qu'en fait, sur toutes mes photos, j'ai le sourire, et que j'ai voyagé partout autour du monde, et qu'en fait, j'ai fait tout ce que je voulais. En fait, j'ai vécu 15 vies. Il y a des gens, ils vont taffer toute leur vie pour espérer avoir 1/10 de ce que j'ai fait à leur retraite, et puis ils seront pas forcément en bonne santé à leur retraite quand ils le feront. Donc, moi, j'ai pris la vie un peu à l'envers. J'ai fait ma retraite maintenant. Et puis, on verra plus tard pour quand je serai vieux, pour cotiser, pour tout ça, quoi. Ok. Quand tu étais plus jeune ou quand tu étais dans ces moments difficiles, ou tu vois, les moments de perte de sens, ou les moments, en fait, le doute, les moments, est-ce que tu avais des mentors ou est-ce que tu avais des choses qui t'ont aidé pour traverser ces moments? Ouais, alors, les mentors, oui, j'ai comme je te disais, Nicolas Hulot, Cousteau, Mike Horn, l'oncle qui avait une BD. C'est drôle parce que j'en parle souvent de ça, mais en fait, il y a une BD qui s'appelle La jeunesse de Picsou.
Et en fait, c'est Ok. comment... donc, on connaît tous Picsou, maintenant, là, vieux, Oui. rabougri, qui est avare. Mais en fait, il y a une BD qui est sortie dans les années 90, mais en plusieurs tomes. Mais tu vois, je pense qu'en plus, elle est là. On la voit. Je sais pas si vous la voyez en gris, là, dans ma bibliothèque. Enfin, elle est toujours là, Ouais, quoi. ok, ok, Et c'est genre 10 tomes où on apprend comment Picsou est devenu riche, tout simplement. ok. Mais c'est pas un truc sur comment devenir riche, c'est plus un truc sur comment voyager tout autour du monde, vivre des aventures, faire des rencontres, être une bonne personne au final, machin. Et ça, ouais, Mhm. ça m'a bien motivé quand j'étais gamin. Et voilà, une fois de plus, j'ai perdu la question de départ. C'était, c'était quoi, pardon? Donc, en fait, c'est par rapport à tes mentors ou comment tu Ouais, fais voilà. dans les moments difficiles pour continuer d'avancer. Donc, tu as les mentors qui Ouais, maintenant, en fait, tu les as quasiment tous rencontrés et ouais, tu fais même des ouais. choses avec eux. C'est de fou, quoi. Ouais, ouais, j'ai eu cette chance, c'est top. J'ai eu la chance de rencontrer toutes mes idoles. Ouais. Et j'ai été quoique j'ai été déçu par. Enfin bon bref, j'ai rencontré Mandela, Waouh. j'ai rencontré Bob Ok. Dylan, enfin bon bref, plein de gens. Et ouais, donc eux, ça a été des mentors. Après, bon, c'est un truc un peu particulier. Moi, je marche beaucoup à la haine de ce que j'ai pu avoir durant mon enfance, Ok. en me disant, allez, prouve-toi que malin, tu vas sortir de là, que ce que les autres disaient c'était faux, que tu vas y arriver. C'est un peu à la revanche en fait. Je marche beaucoup Ouais, comme ouais, ça. ouais. Alors c'est pas forcément top, mais en tout cas avec moi ça marche bien. Ouais. C'est un des moyens en tout cas. Donc, c'est vrai que voilà, les difficultés de ton histoire te permettent aujourd'hui de t'en sortir ou de te remémorer et de te remettre un peu le feu dans les moments difficiles. Ouais, j'ai souvent c'est un peu cette rage, tu vois, où je dis ok là c'est compliqué. Ouais, mais rappelle-toi là c'était vraiment compliqué quand Ouais. t'étais gamin, quand il y avait ça et tout. Là maintenant aujourd'hui ça va, tu peux le faire. Ou tu vois rappelle-toi t'as connu ça, donc là aujourd'hui ça Mhm. va, ça tu peux passer outre, tu vois. Mhm. C'est plus ça. Je fonctionne beaucoup comme ça. Ouais. Ok, ok. Et si tu devais dire quelque chose à toi jeune, tu dirais quoi comme petit conseil de sage d'aujourd'hui? Ça va aller. Ça va aller. Ouais, ouais, ça va aller, Anthony. Je te promets, ça va aller. Tu vas y arriver. Tu Mhm. vas y arriver. Ça sera pas forcément simple. Il y aura beaucoup Mhm. de comme ça, mais à la fin, au final, tu vas y arriver. Ok, Ouais, je le rassurais. Je rassurais le petit Anthony. ok. Qui était quand même stressé, qui disait ouh. Ultra Oui. stressé, ultra Ouais. stressé. Je voyais aucun avenir, moi. Rien du tout, du tout. Ok. C'était très aventurier. Tu connais personne, tu viens nulle part, t'es Ouais. personne, t'es petit, t'es frêle, non, enfin non, c'est impossible. Et maintenant, tu cours des marathons trail sans aucun entraînement. C'est quand même pas mal ça. Ouais, je marche beaucoup à la connerie aussi. Ouais. En fait, non, j'ai un problème, c'est que dès qu'on me propose une aventure, tu vois, alors Challenge. même, c'est ça, même si j'ai pas le niveau du tout, tu vois, même si, Mhm, mhm. à Annecy, il y a que des champions du monde. Donc, quand tu as un Ouais. champion du monde de n'importe quel sport qui dit, oui, ça te dit qu'on aille faire ça cet après-midi, alpinisme ou ski, machin, dans un couloir de la mort qui tue et tout, ça te dit? Ah bah ouais, ok. Mais le mec, c'est un champion olympique, quoi. Et moi, je vais je vais le suivre, quoi, tu vois. Donc oui, bah là, oui, on m'a Ok. proposé genre 5 jours, ouais, non, ouais, 8 jours avant d'aller courir un trail marathon dans le désert de Cappadoce, Mhm. alors que je déteste courir. Et que mon dernier jogging, je crois que c'était en 2021. Ok. Et du coup, je ne peux pas dire non, donc bah, j'ai dit oui, c'était cool. Bon, j'en ai chié, mais c'était cool. Mais, Ok, ok. Donc on pourrait dire, écoute, relever tous les challenges, ça t'emmènera de toute façon quelque part. Donc let's go, quoi. ouais, c'est Ouais. bon, après, je ne vais pas me suicider non plus, Ouais. mais en général, ouais, j'ai un peu du mal à dire non. Ok. Et donc, si tu pouvais résumer aujourd'hui, quels sont tous les ingrédients de ta meilleure vie? C'est quoi en fait? Si tu devais prendre, tu vois, les ingrédients, prendre de la poudre rouge, de la poudre jaune, c'est quoi ça pour faire la meilleure vie de Anthony? La gestion de mon temps, Ouais. ça c'est vraiment, je pense que c'est le truc le plus important pour moi. Et c'est le point commun où toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées autour du monde, que ce soit la millionnaire états-unienne ou la femme très pauvre qui habite au Botswana, ou peu importe, toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées, elles m'ont tout dit, Anthony, le temps passe hyper vite. Genre Ouais. là, tu me vois, je suis vieille, mais moi-même, je me suis pas venu vieillir. Et donc, profites-en, ça passe hyper vite. Et donc, la gestion de ce temps, je pense que c'est la chose la plus précieuse du monde. Tu me donnes 100 millions, non, je préfère avoir mon temps libre, en fait. Donc, Mhm. c'est gestion du temps. Et après, le temps, bon, chaque personne va le gérer de la manière dont elle le veut. Moi, c'est avoir un maximum de temps pour être dans la nature, voyager dans la nature, me poser, regarder les animaux. J'adore faire ça. Je peux rester 3 jours à regarder un corbeau. Enfin bon. Donc, ouais, c'est ça. Moi, c'est gestion du temps, des aventures dans la nature, outdoor avec des animaux. C'est un peu Ouais. ça. Ouais. Et découvrir, en fait. Découvrir tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, on pourrait se dire que je suis blasé après toutes ces années de voyage.
En fait, non, demain, tu me dis, on va rencontrer un mec qui taille des flûtes dans la Creuse. Je suis hyper excité d'aller rencontrer le mec, en fait. En fait, c'est là où le petit gamin de 6 ans, je lui dirais, continue d'avoir cette envie de découvrir, d'être jamais blasé. Et je suis hyper content parce que je vais avoir 40 piges et j'ai toujours cette envie de découvrir, tu vois. Vraiment. Et en fait, l'exemple dont je te parle, de la Creuse ou la Corrèze, c'est là où j'ai passé mon été, quoi. Je suis allé découvrir des artisans. Donc ouais, non, je kiffe aussi bien la Corrèze que Tahiti, quoi. Mais comme quoi, c'est la preuve que quand on nourrit son feu intérieur, ce qui a vraiment du sens pour nous, c'est quelque chose qui s'arrête jamais, en fait. C'est pas juste, ah tiens, je vais être intéressé par l'astronomie pendant 2 mois, puis après c'est fini. À partir du moment où on a trouvé ce qui a vraiment du sens pour nous, c'est quelque chose qui est à l'infini. Et on le nourrit, en fait. Si on ne suit pas ses envies, on tue petit à petit flamme à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui est pire parce que ça donne des gens déprimés et dépressifs de leur vie, quoi. Mais c'est ça, c'est ce que je te disais, c'est que moi, j'avais tout pour réussir sur le papier, j'étais bien, j'avais tout, le salaire, je marchais dans la rue, des mecs qui me faisaient comme ça quand même, hein. J'ai des badges, je les ai gardés. Moi, je te montrerai après, mais j'ai des badges où c'était marqué votre excellence, tu vois, des trucs de dingue. Et en fait, non, j'étais pas bien, je me réveillais toutes les nuits à 1h45, je sais pas pourquoi, 1h45 du mat, impossible de me rendormir, envie de vomir, des nausées, non, pas bien. Et le jour où j'ai tout lâché, pouh, c'est bon, l'Anthony de 6 ans était revenu, il était content, il courait avec les zèbres, c'était bien, il était content. Voilà. Ok. Et donc là, on a regardé dans le rétroviseur, on a vraiment regardé jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant devant? Quels sont tes prochains rêves pour la suite? Donc, où est-ce que tu vas faire tes aventures et quelles vont être tes aventures? En fait, c'est un peu ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est que j'ai un milliard de choses que je veux faire, quoi. J'ai vraiment beaucoup de choses que je veux faire. Sauf que, comme je te dis, bon, ça va, je suis quand même en bonne forme, mais moins qu'à 15 ans, quoi. Tu vois, à force d'avoir fait toutes ces aventures, j'ai plus aucun cartilage dans plein de parties du corps, quoi. Mes genoux, ils sont morts, mon dos, il est mort, j'ai de l'arthrose partout. J'essaie un peu de ralentir et d'être sur des trucs un peu plus chiants d'adulte responsable. Donc, comme acheter l'appartement, là. Et puis aussi, peut-être penser à fonder une famille. Et alors, moi, mon gros rêve, c'est de trouver... Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour passer une annonce. Depuis 12 ans, je cherche un refuge, une maison, une église, un château d'eau, n'importe quoi, quelque chose qui est complètement isolé dans la montagne. Donc, Savoie, Haute-Savoie, Isère, enfin, peu importe, quelque chose qui est isolé, avec une vue de dingue sur la montagne. Voilà. Et ça, je le retape et j'en fais mon chez-moi et voilà. Et ça, c'est compliqué à trouver. C'est très compliqué à trouver. Et tu as une zone particulière où tu aimerais trouver ça? Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, tout ce qui est dans les montagnes. Dans les montagnes. Après, si c'est Papouasie-Nouvelle-Guinée ou peu importe autour de la Terre, je suis aussi très chaud. Faut juste que tu vois, en gros, j'ouvre la fenêtre et là, c'est Instagrammable. Là, c'est ah ouais. Ok, là on est sur un truc de ouf. Voilà. Donc, non, j'ai pas de critères particuliers, mais faut pas que ça vaille 3 millions d'euros, quoi. Non plus. Ok, d'accord. Alors écoute, je vais te poser 2 dernières questions. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui écoutent ce podcast pour ils vivent leur meilleure vie? Faites-le. C'est ce que je dis dans tous mes stages survie, en fait. Parce que j'organise des stages dépassement de soi et tous les gens, en fait, ils ont tous des choses, des rêves qu'ils veulent faire. Ou même moi, tu sais, je reçois entre 800 et 1200 messages par jour sur les réseaux sociaux de gens qui me disent « Oh là là, t'as tellement de la chance. » Déjà, ça me rend fou le mot chance. J'aimerais tellement faire comme toi. Et ma réponse, c'est toujours la même. J'ai même un truc copier-coller. C'est fais-le. Fais-le. Pourquoi tu peux pas? Alors bien évidemment, si tu as une maladie grave, si tu as 7 enfants, c'est plus compliqué, j'en suis conscient. Mais quand les jeunes viennent me voir et me disent « Ouais, je rêve de faire ça, tu as tellement de la chance. » Non, j'ai pas de la chance. À la base, j'ai zéro chance du tout. Je suis parti de nulle part, j'ai tout fait moi-même. Ça a été hyper compliqué. Donc non, c'est pas de la chance, c'est juste de la volonté. J'ai mis de côté des choses qui auraient été plus simples à faire. J'ai mis de côté ma vie perso, j'ai mis de côté mes amis, j'ai mis de côté plein de choses pour justement réussir à faire ce dont je rêvais depuis que j'étais gamin, quoi. Donc, arrête de t'écouter, arrête d'écouter tes peurs, arrête d'écouter tes parents. Enfin, sauf si c'est un truc de dingue, ne fais pas non plus ne te fais pas quelque chose qui est impossible, tu vois. Mais fais-le, quoi. Fais-le. C'est ça. Ok, écoute Anthony, super message. Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver ou te contacter sur le net? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, French Adventurer, donc aventurier français en anglais. Voilà, facile à se rappeler. Et sinon, sur mon site, frenchadventurer.com. Ok. Ou si vous êtes de passage sur Annecy, venez me faire un petit coucou. Génial. Écoute, comme ça,
On peut suivre tes aventures, tes belles photos et ça nous donne envie de voyager aussi. Donc, un tout grand merci, Anthony. Allez, osez. N'hésitez pas à oser. Allez, bonne journée. Salut Fanny. Merci. Ciao. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.